Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Rouillé est fier de présenter cet épisode du podcast minier. Stratégie, design, événementiel, marketing numérique, on accompagne concrètement l'évolution de nos clients B2B. Rouillé, votre agence de communication B2B spécialisée dans les industries lourdes. Toujours dans le cadre de CIM Connect à Vancouver. Ma prochaine invitée, c'est quelqu'un que j'essaie d'avoir depuis vraiment longtemps. Puis je suis vraiment contente. Emmanuelle Toussaint, présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. T'es là, je suis tellement contente. Oui, enfin, mais merci beaucoup pour l'invitation, Manon. Puis, tu sais, je suis contente parce que le secteur vit plein de choses. On a des grands enjeux, que ce soit ici, que ce soit à l'international. Puis je le sais qu'avec toi, Emmanuelle, t'es quelqu'un de transparent, t'es quelqu'un avec qui que j'ai beaucoup de discussions. Puis là, je me suis dit, moi, j'ai la chance de pouvoir parler avec elle, mais pas les auditeurs. Fait que j'ai dit, ils vont apprendre à te connaître, puis ils vont voir aussi qu'est-ce que tu vois aussi pour le secteur minier. Fait que on s'enligne vers une belle demi-heure. C'est merveilleux. Toujours un plaisir de discuter de tout ce qui se passe dans l'industrie, puis de parler avec toi aussi, là. Avant de rentrer dans toutes mes questions, peut-être juste faire un petit pas de recul. Là, ça fait un an. Oui, ça fait un an en janvier. Ça fait un an en janvier que tu es arrivée à l'association. Mais avant ça, qui était Emmanuelle Toussaint? Bien, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, puis je pense que c'est une des choses qui est intéressante d'arriver comme ça dans le secteur minier, là, parce que je suis avocate, donc pas juste de formation, je suis toujours avocate, mais j'ai fait vraiment différents rôles au sein de différentes organisations aussi. Donc, j'ai travaillé autant du côté des équipements médicaux, de la biotech, du secteur municipal, universitaire, la recherche universitaire, également du côté je dirais aussi de la défense, des logiciels là, qui sont utilisés en défense. J'ai travaillé aussi du côté manufacturier, notamment dans l'électrification des transports, puis le transport urbain, le transport de personnes. C'est que tout ce bagage-là, quand on met ça tout ensemble, il y a vraiment des liens qui sont intéressants à faire. Puis d'avoir travaillé aussi dans des organisations de différentes tailles. J'ai parlé entre autres du secteur municipal. De travailler dans un environnement municipal, c'est quelque chose, mais ça aide entre autres à comprendre les appels d'offres, la construction de différents projets, que ce soit au niveau universitaire, la valorisation de la propriété intellectuelle, la recherche, l'importance de ce secteur-là, de travailler aussi dans des entreprises plus comme des start-up et même des multinationales. Alors, ça donne vraiment là une belle compréhension. Quand on regarde dans le secteur minier, je trouve que ça se transpose bien parce que on travaille avec des acteurs de tous ces milieux-là, de toutes ces organisations-là, qui ont des expertises puis des rôles différents. Après un an à l'association, c'est quoi tes observations? Oui, c'est quoi tes observations, mais qu'est-ce qui est différent? Tu es arrivé il y a un an, tu avais probablement une perception qui doit être peut-être pas très différente, mais est-ce que c'est différent un an plus tard? Par rapport comme 3 questions dans une question. C'est bien correct. Mais je pense qu'à l'origine, là, ma compréhension du secteur minier, de l'importance du secteur minier, ça, je l'avais déjà, je pense, avant. Là où j'ai vraiment eu un peu une surprise, puis une surprise positive, c'est de voir jusqu'à quel point c'est une industrie qui est innovante. C'est pas quelque chose qui est resté fixe dans le temps. Là, au contraire, d'utiliser les meilleures pratiques, tous les investissements, l'utilisation de technologies qui sont faits. Aussi du côté du développement durable. Je dois avouer que j'avais une perception qui était peut-être un peu moins rose. Je venais d'un secteur davantage, je l'ai dit, là, les énergies renouvelables avec l'électrification des transports. J'ai travaillé aussi pour une filiale d'Hydro-Québec, donc du côté de l'énergie, les énergies renouvelables. Puis, j'avais ma propre perception du secteur minier. Et quand j'ai commencé à lire, quand j'ai eu l'opportunité de me joindre et que j'ai commencé à m'informer, j'ai vu toutes les initiatives qui étaient faites, comment l'environnement, non seulement on a un cadre qui est quand même très rigoureux au Québec, mais que le secteur veut vraiment aller au-delà de ça. J'ai commencé à voir un peu l'initiative vers un développement durable de l'Association minière canadienne ou Towards Sustainable Mining. Puis plus j'en découvrais, plus je trouvais ça intéressant.
Puis le poids aussi économique, je savais qu'on avait un secteur minier important au Québec, mais entre autres, à l'Association minière du Québec, on produit à tous les 2 ans un rapport sur les retombées économiques des activités de nos membres et de leurs fournisseurs. Et quand j'ai vu jusqu'à quel point on contribuait au PIB, là, juste en 2022, c'est 12 milliards de contributions au PIB du Québec. On parle de 15 000 emplois directs, 51 000 emplois indirects. Et ça m'a vraiment frappé, là, parce que je pense qu'on gagne à vraiment le diffuser puis à le partager davantage. Bien, on gagne à le faire, mais je pense qu'on le fait pas quand même assez. Ça l'appartient à tout le monde. Je veux dire, les minières, les équipementiers, les associations. Je pense qu'il y a un travail de le mettre en copie. C'est un peu pour ça qu'on a le podcast minier aussi, là. Mais tu sais, le podcast minier, il est écouté beaucoup plus par les gens du secteur minier. Mais là, on veut attirer les gens, on veut attirer de la relève, on veut que les gens comprennent c'est quoi le secteur minier. Mais tu sais, si on n'est pas capable de sortir puis on se parle juste entre nous autres, ben ça va être plus difficile. Puis je me demandais, tu sais, quand toi, tu as commencé, tout ton entourage, quand tu disais « Hey, je vais être la PDG de l'Association minière du Québec », comment que ton entourage réagissait? Bien, je dirais qu'il y a eu 2 réactions différentes. Il y en a une partie qui disait « Ah, ben je suis surpris quand même de te voir là quand j'ai vu l'annonce là, de ta nomination parce que pour avoir passé des années du côté un peu plus énergie renouvelable, on est surpris. Puis ça, je pense qu'en dessous de ça, c'est mon propre billet que j'avais avant de me joindre à l'industrie, de dire, bon, ben c'est pas une industrie qui est avancée au niveau développement durable, environnement, et ce qui n'est pas le cas. Non, vraiment pas. Mais c'est quand même une perception de la population. Puis l'autre moitié des gens, c'est vraiment de dire, ben c'était évident que c'est un rôle qui est en continuité avec tout le bagage justement que tu as. Et même lorsque je travaillais du côté de l'électrification des transports, je parlais toujours de l'importance de couvrir tout le volet là, des mines jusqu'à la circularité, c'est-à-dire de s'assurer aussi qu'on peut réutiliser ou recycler les minéraux qui se retrouvent dans les batteries, entre autres des véhicules. Donc, il y a vraiment eu 2 types de réactions, là, ce qui était quand même assez amusant. On parle beaucoup de transition énergétique, puis on comprend de plus en plus que ça repose sur les minéraux critiques, mais on parle pas de transition minérale. Est-ce qu'on devrait peut-être d'en parler un peu plus, de parler de l'importance? Bien, je pense que les gens sont peut-être pas au courant non plus, mais de parler de l'importance des minéraux dans cette transition énergétique-là? Bien, définitivement, parce que, entre autres, au mois de mars de cette année, j'ai été à CERAWeek, qui est la plus grande conférence mondiale sur l'énergie. Donc, non seulement ça couvre tout ce qui est plus le pétrole, mais ça couvre aussi les autres types d'énergie et les minéraux globalement, là, les minéraux critiques et stratégiques. Puis c'est une des choses que je suis repartie de là en me disant, on parle de cette fameuse transition énergétique-là, mais en vrai, c'est vraiment une transition minérale. Parce que sans minéraux, on n'est pas en mesure de faire cette transition énergétique-là. Puis la raison, c'est très clair qu'on pense, par exemple, à l'électrification des transports. Mais si on n'a pas les minéraux pour pouvoir avoir des véhicules qui sont électriques ou encore hybrides, bien à ce moment-là, on n'est pas en mesure d'avoir ces véhicules-là. Si on veut avoir de l'énergie solaire ou encore éolienne, ou même pour acheminer l'électricité, bien, ça nous prend également les minéraux, que ce soit du cuivre, que ce soit plein d'autres minéraux critiques et stratégiques. Alors, ça fait partie, vraiment, c'est au cœur de ça. Mais je pense que l'opportunité qu'il y a là-dedans, c'est de faire découvrir l'importance des minéraux, donc l'importance de cette transition minérale-là. C'est ce que la transition énergétique, là, ça permet vraiment de mettre en lumière. Je t'avais contacté il y a quelques semaines parce que je vais avoir au mois de juin Pierre Fitzgibbon au podcast Mini. Puis là, je t'avais demandé, quelle question tu lui demanderais à toi, Emmanuel? Fait que moi, je vais te poser la question que tu m'as dit de lui demander. Est-ce qu'on doit prioriser certains projets miniers au détriment de d'autres parce que la demande, justement, énergétique croissante est là en lien avec le secteur minier. On a des limites présentement au Québec. Fait qu'il y a une priorisation qu'il faudrait faire davantage?
Bien, c'est une excellente question. J'ai vraiment pas dit comme toi, tu me l'as dit, là. Mais... je pense que il faut faire attention quand même quand ça vient le temps de choisir des projets plutôt qu'un autre parce que c'est un peu comme avoir une boule de cristal. C'est toujours plus facile de regarder après coup les projets qui ont été priorisés versus les autres qui ne l'ont peut-être pas été. C'est sûr que d'un point de vue de l'Association minière du Québec, ce que je dis souvent, c'est que nos enfants, on les aime tous. Hein, c'est difficile d'en prioriser un. Alors, de venir en choisir un plus qu'un autre, c'est quand même une question qui est embêtante. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il faut avoir faut avoir un plan. Il faut vraiment se dire comment est-ce qu'on va arriver à réaliser nos projets, que ce soit dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, par exemple, où là, c'est vraiment la distribution d'électricité qui fait défaut. Et c'est pas seulement pour les nouveaux projets miniers. Évidemment que les nouveaux projets, c'est un des freins en ce moment, avec que ce soit aussi avec la lenteur de la délivrance des autorisations et des permis, là, qui est un autre sujet qu'on pourrait discuter. Mais également pour les mines qui sont en opération, qui ont différents projets aussi. Donc, ça prend de l'énergie. On parle aussi là, de l'importance d'électrifier les opérations, mais ça aussi, c'est que ça en prend de l'énergie. Dans d'autres régions, il n'y a peut-être pas d'hydroélectricité, on le sait, dans le nord du Québec, entre autres. Alors, la question de l'énergie est vraiment importante, puis on doit s'assurer qu'on est en mesure de répondre à ça. Alors, je pense que déjà, le gouvernement identifie d'avoir une meilleure efficacité énergétique, là, donc de s'assurer qu'on consomme de façon responsable. Et ça, lorsque je parle avec les membres de l'association minière, elles me confirment elles travaillent tous sur des plans pour s'assurer d'avoir une consommation d'électricité là, qui est revue à la baisse, mais en parallèle, il y a une augmentation des activités, que ce soit de la production annuelle, c'est ça qui est visé, ou encore de prolonger sur un horizon de temps et de démarrer des nouveaux projets. Alors, c'est une équation qui n'est pas si facile que ça à faire. Tu as parlé lenteur des projets, d'avoir nos permis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le processus actuel? Ouais. Ou qu'est-ce qu'on peut changer? Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un des éléments, c'est que c'est pas seulement du côté de changer des règlements ou des lois. Puis c'est pas nécessairement ça qui est l'enjeu. Oui, il y a des règlements qui peuvent être vraiment là, revus pour faciliter l'octroi des autorisations et des permis. Mais avant toute chose, c'est vraiment d'avoir une meilleure efficacité administrative. Et par ça, ce que je veux dire, c'est vraiment s'assurer de la façon dont les différentes demandes sont traitées au sein du gouvernement. On peut revoir les façons de faire les choses. On voit qu'il y a eu une attrition, entre autres, au gouvernement dans plusieurs ministères. Ça touche vraiment l'ensemble des ministères. Donc, s'il y a moins de gens pour traiter les dossiers, mais qu'en parallèle, on a un secteur qui est quand même en effervescence, il y a plusieurs projets qui sont sur la table, puis il faut accélérer. Alors, il faut s'assurer qu'on a quand même des analystes qui sont là et qu'ils sont formés aussi à la réalité du secteur minier. Donc, des analystes peuvent être très compétents dans différents champs de compétences, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent le secteur minier. Donc, ça, c'est vraiment des exemples, mais il faut vraiment là s'assurer qu'on met un peu une page blanche et on se dit comment est-ce qu'on peut faciliter la façon là, dont les différentes demandes de permis et d'autorisation environnementale, la façon dont elles sont traitées. Est-ce qu'on peut s'imaginer que prochainement, ça va s'accélérer selon toi? Ou Oui. Bien, on a déjà vu la volonté. La volonté, là, ça fait vraiment 1 an qu'on la voit. Entre autres, M. Legault, lorsqu'il était premier ministre, l'année passée, au mois de mars, avait déclaré à Hanover, il y a urgence d'agir. Donc, ça a été un peu là le premier coup qui a été le premier signal, je devrais dire, là, aux différents ministères de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Donc, la volonté, on la voit. De façon plus récente, on a vu, entre autres, en décembre, il y a 2 projets de loi qui ont été déposés. Il y a le projet de loi 11 qui vise justement à accélérer les processus de différents secteurs, dont le secteur minier. On a vu aussi le projet de loi 5 qui est un peu l'équivalent du C5 au fédéral qui vise à accélérer des grands projets. Donc ça, ce sont des bons signaux. On a vu aussi dans les derniers mois différents règlements qu'il y a des amendements qui ont été proposés. Donc, tout ça, ça envoie vraiment un signal qui est très clair, mais encore une fois, ça, c'est du côté plus réglementaire, alors que il y a tellement du côté administratif aussi, là. Mais même du côté administratif, on l'a vu de la part
des différents ministères là, de dire, ben on vous a entendu, on travaille là-dessus. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui est si facile parce que souvent aussi, c'est de s'assurer qu'entre ministères, qu'il y ait une bonne communication. Alors, ce n'est pas seulement, par exemple, le ministère de l'Environnement. Il va avoir souvent un lien direct avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, également avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Alors, il faut vraiment s'assurer que tout le monde travaille ensemble. Puis que l'information reste quand il y a un changement de gouvernement. Exactement. Ça, c'est un point. C'est une autre chose qui va arriver. mais avec justement tout changement de gouvernement, je pense que c'est de s'assurer que les différents partis politiques soient bien au courant. Puis là, on dit changement de gouvernement, mais peu importe là, que ce soit, que ça reste comme ça ou non, il y a des changements qui viennent avec des élections. Alors, c'est de s'assurer vraiment que tous les partis là, connaissent bien la réalité et entendent bien le message aussi qu'on parle vraiment d'une meilleure efficacité administrative et réglementaire, mais pas au détriment de lever certaines exigences environnementales, parce que l'industrie minière se veut vraiment responsable. Alors, encore une fois, c'est pas de se faire au détriment de l'environnement. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. J'aimerais avoir ton opinion par rapport à tout ce qui est en lien avec la chaîne de valeur. On souhaite que toutes nos filières, puis je ne nommerai pas toute la gang, mais exemple, la filière batterie. Là, on extrait. Puis, la chaîne de valeur, qu'est-ce que je comprends? C'est que nous, on veut garder tout au Québec pour se rendre jusqu'à l'innovation, jusqu'au produit, qu'on soit capable d'avoir de A à Z la chaîne de valeur au Québec. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut garder nos filières puis les chaînes de valeur tout au Québec? Le concept est intéressant. Puis, c'est une tendance qu'on voit avec tout le contexte géopolitique, puis entre autres, le monopole ou le quasi-monopole que certains pays, dont la Chine, ont sur plusieurs minéraux critiques et stratégiques, que ce soit pour la production, la transformation ou encore les processus qui sont utilisés pour la transformation des minéraux critiques et stratégiques. Il y a une volonté de plusieurs juridictions dans le monde de dire on va tout faire chez nous. Ceci étant dit, la demande pour les minéraux est tellement haute et elle va continuer pour certains minéraux critiques et stratégiques. Là, on parle d'une augmentation jusqu'à 70% au cours des prochaines années. Autant c'est notamment là avec ce qui se passe pour les énergies renouvelables, pour l'électrification des transports. Il y a les centres de données pour l'intelligence artificielle aussi. Il y a le secteur de la sécurité nationale. Alors, la demande est tellement grande qu'on peut pas tout faire en même temps. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir comment on peut travailler avec nos alliés. Donc, il y a plusieurs pays alliés qui ont exactement les mêmes préoccupations ou les mêmes priorités que le Québec. Et certains vont disposer des minéraux, ils vont déjà en extraire, d'autres en transforment déjà. Alors, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Qu'est-ce qui peut être fait pour s'assurer qu'on est plus fort ensemble, qu'on a des chaînes de valeur qui sont plus résilientes, mais sans dire qu'on essaie de tout faire, puis qu'en bout de ligne, on risque d'avoir de la difficulté un peu à y arriver. Là. Alors, cet élément-là, je pense qu'il est vraiment crucial. Est-ce qu'il y a déjà des discussions pour avoir avec des partenariats? Est-ce que c'est des choses qui se passent présentement? Bien, du côté des gouvernements, définitivement, autant au niveau du fédéral que du provincial, je dirais que dans les derniers mois, le gouvernement du Québec a été quand même très proactif là, avec le ministère des Relations internationales pour conclure des ententes de collaboration avec différents pays, notamment des pays européens. Du côté du gouvernement fédéral aussi, il y a des ententes qui ont été signées depuis l'automne passé pour justement faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble, avancer. C'est sûr que le contexte de la sécurité nationale puis de la transition énergétique, c'est vraiment un momentum là qui est important et qui facilite un peu la conclusion de ces ententes-là. Mais peut-être que ce qui n'est pas toujours assez expliqué, c'est à quoi ça sert d'avoir ces ententes de collaboration-là entre pays ou entre juridictions comme le Québec et d'autres pays. Exactement. Mais j'aime beaucoup tu sais, souvent quand on parle des exemples, je te l'avais déjà mentionné, mais quand on parle des exemples en lien avec les filières, puis c'est tout le temps la voiture électrique, mais
il y a les centres de données, tu as l'intelligence artificielle, tu as l'énergie. Tu sais, c'est le fun d'avoir un autre langage aussi pour les gens aussi qui écoutent. Tu sais, veux pas. C'est pas juste les voitures électriques là, que le pourquoi que le secteur minier est important. Là, tu sais, on utilise ça partout. Là. Oui. Puis surtout, je pense au Québec, étant donné qu'on a eu la filière batterie qui a quand même été, qui a pris beaucoup de place sur la scène publique au cours des dernières années, bien, tu as entièrement raison. Il y a cette vision-là un peu de dire que le secteur minier, c'est important pour l'électrification des transports. Puis là, l'électrification des transports, il y en a qui aiment dire que ça a été arrêté, mais ça n'a pas été arrêté. La progression a été moins rapide qu'elle aurait pu l'être ou qu'elle était prévue. Ça vient entre autres de changements du côté, de l'autre côté de la frontière au sud, où il y a différents programmes qui ont été mis sur pause, qui ont été arrêtés. Alors, il y a eu un impact, mais la progression continue. Encore une fois, elle est moins rapide. Ceci étant dit, Manon, tu as entièrement raison lorsque tu parles, entre autres, des centres de données et de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose là qu'on en parle, je pense, à tous les jours. Une grande partie de la population utilise l'intelligence artificielle. Ouvrez votre LinkedIn, gang! Ouais, c'est ça, exactement. Mais puis que ce soit là d'utiliser ChatGPT ou d'utiliser Copilot ou toutes les autres, Gemini, on réalise pas à quel point ça prend des minéraux critiques et stratégiques pour ça. La raison aussi pour laquelle ça en prend, on peut parler autant dans les microprocesseurs, que ce soit pour toute la connectivité. On a besoin, entre autres, de cuivre parce que c'est pas juste dans les airs, là. Je veux dire, ça prend vraiment physiquement des centres de données. Ça prend aussi tout le volet pour s'il y a des interruptions d'alimentation, l'électricité, entre autres. Il faut également avoir les systèmes de redondance qui vont vraiment permettre de continuer à pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, entre autres, parce qu'il y a, encore une fois, il y a un impact sur plein de choses et que ça soit aussi pour l'emmagasinage d'énergie. Alors ça, c'est des choses qu'on réalise pas toujours, que les minéraux critiques et stratégiques et les minéraux, les métaux de toutes sortes, c'est pas utilisé uniquement pour des infrastructures ou pour des biens physiques comme nos téléphones, les véhicules et tout, mais c'est vraiment dans toutes sortes d'utilisations. Même chose, quand on parle de la sécurité nationale, c'est pas uniquement de penser au secteur de la défense pure, on peut penser aussi à la cybersécurité, qui a encore une fois besoin de toutes sortes de technologies, puis de systèmes comme des radars, des systèmes lidar qui sont utilisés aussi pour les véhicules, que ce soit des satellites. Il y a une multitude de choses qui sont utilisées, que ce soit pour les turbines des avions, par exemple, ou encore tout le côté naval. Alors, souvent, il va y avoir des technologies, ce qu'on utilise là, à double usage, là, au dual use, là, qui sont utilisés autant par le volet civil de la société que du côté plus de la défense. Là, j'ai comme 3 questions qui m'ont popé pendant que tu parlais. Puis là, je me dis, je commence avec quelle? Parce que je veux comme suivre qu'est-ce que tu disais. Je vais continuer avec le bout de la défense. Puis je vais revenir avec mon autre question après. Mais c'est le sujet de l'heure, la défense nationale. Tu sais, c'est le sujet de l'heure. Je suis allée, je pense, c'est il y a 2 semaines à Naval Québec. On en parlait. Il y a plusieurs fois des congrès, tout ça qu'on en parle. Et je sens pas que dans nos congrès du secteur minier, mais peut-être que je me trompe, mais je sens pas qu'on en parle assez. Puis je trouve pas non plus qu'il y a un lien qui se fait entre le secteur de la défense puis le secteur minier. Et pourtant, tu viens de le mentionner, les minéraux critiques stratégiques font partie des éléments de la défense. Oui, c'est un intrant. Je pense que la raison pour laquelle on n'en parle peut-être pas assez en ce moment, c'est que le lien ne se fait pas aussi directement. C'est pas un secteur dans lequel on était nécessairement habitué, mais je parlais il y a à peine 2 semaines avec un grand manufacturier du côté de l'aérospatiale et de la défense. Il disait qu'ils sont à la recherche d'une 20aine de minéraux critiques et stratégiques en ce moment pour s'approvisionner. Donc, les opportunités sont là. Puis moi, j'aime imaginer que là, ce sont des milliards et des milliards de dollars qui vont être investis dans les prochaines années dans le secteur de la défense au Canada. C'est quelque chose comme la moitié
de tous les produits et technologies qui sont développés et produits au Canada, là, ça vient du Québec. On a vraiment un hub, là, on a vraiment un endroit où on a une expertise. Donc, les opportunités sont immenses et si on était en mesure de se positionner pour que ce soit nos minéraux critiques et stratégiques ou encore ceux qu'on transforme qui se retrouvent dans les différents appels d'offres, autant du gouvernement que de la part de grandes sociétés aéronautiques ou navales, qu'on était capable de positionner nos minéraux dans la chaîne de valeur, ben c'est des opportunités qui sont énormes. Alors, c'est vraiment un secteur, je pense, qui va croître et on a vraiment tout intérêt à en parler de plus en plus. Que ce soit dans nos conférences, que ce soit dans un podcast comme ici aujourd'hui, là, de vraiment expliquer le lien entre le secteur minier puis le secteur de la défense nationale. Je pense qu'il devrait y avoir une co-conférence, secteur minier et défense qu'on anime. Ouais. Puis il y en a une. Il y en a une, entre autres, à Québec au mois de novembre, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer comme panéliste. Et c'était exactement ça. Là. Dans la salle, c'était vraiment des gens qui étaient du secteur de la défense, mais c'était pour venir dire comment le secteur minier, on peut contribuer au secteur. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de monde de l'industrie minière dans la salle? Dans la salle, non. C'était vraiment un événement qui était davantage des gens pour... Parce que les gens comprenaient de la sécurité, puis ils se disaient, ah oui, ben oui, on comprend, le lien, il est là, le lien avec les MCS ou avec le secteur minier? Quand on en parle, je pense que de plus en plus, les yeux s'ouvrent. Mais c'est pas quelque chose aussi qui est à court terme, comparativement peut-être à d'autres secteurs qui sont bien avancés. Encore une fois, là, on parle de dans quelques années, mais si on veut être positionné de façon avantageuse dans quelques années, quand on va vraiment être prêt à fabriquer des différentes technologies, bien, c'est dès maintenant qu'il faut se positionner. Puis je vais juste donner aussi, je vais me permettre de faire un parallèle. Le lithium, par exemple, il était très en vogue il y a quelques années avec le secteur de la filière batterie. Quand il y a eu le ralentissement, bon là, le lithium a eu des moments un peu plus difficiles. Entre autres, le prix à la tonne a chuté drastiquement dans les dernières années. Et là, ce qu'on voit, c'est un retour. Dans la dernière année, le prix à la tonne est passé de 600 $ US à 2000 $ US. Et la raison pour laquelle ça arrive, c'est pas que le secteur des véhicules électriques a remonté d'une façon fulgurante. C'est vraiment en lien avec les énergies renouvelables. Donc, encore une fois, l'éolien, le solaire et également les centres de données pour l'intelligence artificielle. Alors, quand on est prêt et qu'il y a un nouveau secteur qui se développe rapidement, bien là, on peut vraiment attirer avantage. Donc, c'est le lien que je ferais avec le secteur de la sécurité nationale, c'est que si on est prêt et qu'on l'a en tête et qu'on fait les représentations qu'il faut pour que nos MCS se retrouvent dans des critères d'appel d'offres, là, d'avoir du contenu local, bien, on peut vraiment tirer parti de façon très positive de cette hausse des investissements-là qu'il va y avoir. On a parlé tantôt, on a effleuré les changements géopolitiques. J'aurais peut-être une question en lien avec ça. C'est quoi les impacts directs des changements sur le secteur? Mais c'est surtout au niveau de l'incertitude que ça a généré. Ça, on l'a vu là dès le début de l'année 2025, entre autres, quand je suis arrivée en poste, c'était une semaine toi, avant t'es arrivée dans le chaos total. C'est ça, c'était une semaine exactement avant que le président américain devienne officiellement le président et prenne son rôle. Donc, toutes les menaces tarifaires, entre autres, qu'il y a eu, ça a vraiment généré énormément d'incertitudes. Puis lorsque il y a déjà un secteur qui vit des processus qui sont un peu trop lents, faut rappeler aussi que les investissements dans le secteur minier, ils sont considérables. On parle pas de quelques millions de dollars. Pour ouvrir une nouvelle mine, c'est facilement 1 milliard, 2 milliards et même 3 milliards. Entre le moment où il y a la découverte jusqu'à la production, les investissements sont majeurs et ils se produisent sur plusieurs années aussi. Là, on parle, si on veut être vraiment très optimiste, de 10 ans, mais de façon beaucoup plus réaliste, c'est 15 à 20 ans. Alors, ça prend des investissements considérables. Et toutes les tensions géopolitiques sont venues exacerber un peu la pression. Il y a aussi les tensions géopolitiques avec, entre autres, la Chine, je pense que plusieurs pays réagissent en disant, on veut être davantage indépendant, il faut être moins dépendant de chaînes de valeur qui proviennent uniquement d'un pays. Et tout ça, ça se prépare. Donc, les tensions géopolitiques, elles existaient déjà. Ils ont vraiment été augmentées dans la dernière année. Mais là, on voit que le secteur minier au complet est très résilient, regarde comment on peut s'adapter
pour certains secteurs, c'est plus facile de dire on va réorienter ou on va choisir des marchés différents. Du côté du secteur minier, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est de changer la chaîne de valeur ou encore où nos métaux et nos minéraux vont se retrouver. Alors, ça prend vraiment plus de temps. Comment on fait pour se positionner face à la Chine? Bien, je pense qu'il faut redoubler d'efforts. La Chine ne s'est pas retrouvée dans le contexte où elle est, là, dans une position dominante comme elle est du jour au lendemain. On parle d'à peu près 30 ans où ils ont préparé le terrain. Donc, préparer le terrain, ça veut dire commencer, oui, par avoir la vision, mais c'est aussi ils ont donné beaucoup de subventions à leurs organisations. Ils ont vu vraiment de façon globale qu'ils allaient avoir besoin d'énergie s'ils voulaient être en mesure de produire. Ils ont regardé pas juste qu'est-ce qu'ils pouvaient produire sur leur territoire, mais également dans d'autres territoires. Puis tout à l'heure, je le mentionnais, il y a la production qui est une chose, donc d'avoir... On choisit pas l'endroit où sont les métaux et les minéraux. Donc ça, il faut voir, ils sont disponibles où. Ensuite, il faut voir où on peut les transformer. Puis après ça, il y a tout le côté de la transformation des technologies qui sont utilisées. Lorsqu'on est du côté des minéraux critiques et stratégiques, il y a encore beaucoup de recherche et de développement à faire. C'est pas comme dans d'autres secteurs où peut-être qu'on connaît très bien la façon qu'on peut extraire du côté de l'or ou encore du fer. Lorsqu'on parle de certains minéraux critiques et stratégiques ou des terres rares, il y a vraiment beaucoup de recherche et développement. Alors, la Chine, entre autres, a vraiment investi. Ils ont été visionnaires. Là, nous, on essaye de rattraper le temps perdu. Pas perdu nécessairement, mais où on a plutôt moins avancé qu'eux. Et c'est là que ça prend son importance, je pense, de faire des alliances avec d'autres pays, de voir comment ensemble on peut faire face à ça, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir inverser la situation, mais c'est sûr que tout part d'une vision. Bien, de là, la chaîne de valeur, si on est capable d'avoir des partenariats dans notre chaîne de valeur, bien, on va être un petit peu plus fort là, que si on produit tout ici au Québec. Oui. Dernière question pour toi, Emmanuelle. On va être où dans 5 ans, selon toi? Bien, je pense qu'on va être à un niveau où les gens, les différentes communautés, la population va vraiment voir davantage non seulement l'impact qu'on a comme secteur, l'impact économique, mais l'utilité, comment on est essentiel. Une industrie aussi qui continue de croître de façon très accélérée au niveau du développement durable, donc une industrie qui est vraiment responsable, une industrie qui a été démystifiée. Puis ça, c'est un de nos rôles. L'association minière, c'est vraiment là de communiquer qu'est-ce que l'industrie fait, où elle s'en va. Puis de vraiment comprendre là, aussi, comme on en parlait tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, comment on a besoin du secteur minier. Alors, c'est pas une question de dire est-ce qu'on peut s'en passer, c'est vraiment de dire comment on peut y arriver avec les meilleures pratiques, puis avec toute l'innovation qui est disponible et comment on contribue à ça. C'était super. Merci, Emmanuelle, d'avoir pris le temps. Je sais que tu es super occupée. En plus, on est dans un contexte de congrès, de voyage, mais je suis contente que les gens qui écoutent le podcast minier te connaissent un peu plus, connaissent tes opinions. Puis je pense qu'on aurait besoin de faire un podcast 2 avec toi, parce qu'on n'a même pas parlé de la place des femmes dans le secteur minier. Toi, qu'est-ce que tu as vécu? On avait déjà fait l'année passée à la Semaine minière à Val-d'Or. On avait eu un panel, tu étais mon invité avec mon chapeau de Women in Mining. Mais on avait eu de belles échanges cette soirée-là aussi, mais on va remettre ça dans un autre podcast, c'est certain. Bien, merci beaucoup pour l'opportunité de parler encore une fois là, de tout ce qui se fait dans le secteur. Merci. Merci à toi. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.